Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. La question palestinienne plus que jamais menacée. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, tire la sonnette d'alarme aux Nations Unies. Les rares hôpitaux de la ville de Raza non encore détruits continuent de subir des dégâts majeurs. Débris, coupures d'électricité et manque de matériel médical rendent les soins quasiment impossibles à prodiguer. Depuis la tribune des Nations Unies, Ahmed Attaf, chef de la diplomatie algérienne, évoque la question sahraoui, une question de décolonisation. Tension avec le Mali, Ahmed Attaf pointe du doigt le putschiste malien qui s'attaque depuis 2 ans à l'Algérie et qualifie ses attaques de sommet de la bassesse, de la vulgarité et de la grossièreté. Et nous parlerons des protestations au Maroc. Alors que les Marocains expriment leur ras-le-bol, les autorités du Makhzen procèdent à de violentes interpellations. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Si vous venez de nous rejoindre, on entame cette édition avec le discours prononcé par le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, dans le cadre de sa participation à la 80e réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, un discours dans lequel le chef de la diplomatie algérienne a tout d'abord évoqué la question palestinienne, une question qu'il juge centrale et primordiale alors que Raza subit encore et toujours un véritable génocide. Ahmed Attaf a dans son discours rappelé que les multiples tentatives de liquidation de la cause palestinienne n'ont fait que renforcer sa légitimité et sa justesse, réaffirmant ainsi la position algérienne, confirmant qu'il n'existe pas d'alternative à la solution à 2 États et l'établissement d'un État palestinien aux frontières de 1967 avec Al-Quds Sharif pour capitale. La question de Palestine est plus menacée que jamais aujourd'hui. C'est la menace de l'effacement par l'annexion et le déplacement, et également en raison de l'étranglement des institutions légitimes qui représentent la Palestine et qui pourrait également aboutir à l'élimination de la solution à 2 États qui jusqu'ici a fait consensus. Cette menace n'est pas limitée à la Palestine. Après l'occupation israélienne est maintenant fière de proclamer son intention de ressusciter ce qu'ils appellent le Grand Israël. Cette situation fait que la communauté internationale, dans son ensemble, a le devoir de respecter ses responsabilités, de les honorer. Nous avons la responsabilité d'agir afin que le saut de notre 80e décennie ne soit pas le saut de la douleur, de la catastrophe, de la tragédie des Palestiniens. C'est de notre responsabilité d'œuvrer afin d'empêcher que les voisins de la Palestine, en particulier le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Égypte, afin de leur épargner les horreurs de ce que promet le Grand Israël. L'Algérie a félicité la reconnaissance croissante d'un État palestinien, réitérant l'appel du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour que la Palestine devienne un membre à part entière des Nations Unies. C'est de notre responsabilité de nous efforcer de préserver la solution à 2 États et d'édifier un État palestinien qui soit souverain et indépendant dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Ça doit être une solution juste et durable, un règlement durable au conflit israélo-palestinien. Nous nous félicitons de la reconnaissance croissante de l'État de Palestine et nous réitérons également l'appel lancé par notre président Abdelmadjid Tebboune à faire en sorte que l'État de Palestine soit membre à part entière de l'ONU. Le monde entier
doit comprendre que la création de l'État de Palestine, ce n'est pas un choix, mais une nécessité. Ce n'est pas une faveur que l'on fait au peuple palestinien, c'est son droit inhérent. Ce n'est pas un espoir, c'est une condition nécessaire qu'il est indispensable et qu'on ne peut pas évacuer pour rétablir la sécurité et la stabilité de l'ensemble du Moyen-Orient. Et c'est avec préoccupation que l'Algérie suit les négociations qui sont en cours sous les auspices des États-Unis visant à mettre un terme au génocide dans l'enclave palestinienne. Alger qui salue ses efforts tout en espérant que cela puisse mettre fin à la Nakba. L'Algérie suit avec une grande préoccupation les négociations en cours sous les auspices des États-Unis d'Amérique visant à mettre un terme à la tragédie à Gaza. L'Algérie encourage ces efforts et espère qu'ils permettront de mettre un terme à la Nakba, à la catastrophe à Gaza, et que ça sera un jalon sur la voie vers un règlement définitif au conflit israélo-palestinien. Le temps qui s'écoule, aussi longtemps que cela prenne, ne peut pas vaincre la volonté d'un peuple ou la nature de leur cause légitime. Gaza, où le génocide sioniste continue à faire de nombreuses victimes au quotidien. 55 personnes ont été lâchement assassinées et plus de 200 autres blessées durant les dernières 24 heures suite aux nombreux bombardements sionistes sur l'enclave palestinienne, ce qui porte le nombre de victimes de la barbarie sioniste depuis le 7 octobre 2023 à 66 055 martyrs et 168 346 blessés. Et face à ce calvaire, les rares hôpitaux de Gaza sont non encore détruits, continuent de subir des dégâts majeurs entre débris, coupures d'électricité ou encore manque de matériel médical. Tout est devenu impossible concernant les soins à prodiguer aux patients. Face à cette tragédie, l'assistance aux blessés est réduite au strict minimum. Commentaire Maria Chouillère. Des murs effondrés, des vitres brisées, des équipements médicaux détruits. C'est la situation des hôpitaux de la ville en ruine de Gaza. Les structures de santé ne tiennent plus. Dans certains établissements, les soins sont réduits au strict minimum, faute de personnel médical, de matériel, d'électricité et parfois même d'eau. Le paysage est celui d'une catastrophe sanitaire au cœur d'un génocide qui s'intensifie. Hier, une tension extrême régnait autour de l'hôpital Al-Shifa, en particulier près de l'hôpital Al-Hulou, touché la nuit précédente par les bombardements. Le personnel médical était pris de panique, tout comme les patients, dont beaucoup ont quitté l'hôpital par leurs propres moyens. Nous sommes présents à l'hôpital et nous fournissons le service minimum pour ne pas perdre les patients admis. Mais nous demandons que les hôpitaux soient tenus à l'écart des attaques israéliennes et qu'ils puissent fonctionner normalement. Les bombardements haineux ne cessent pas et les couloirs des hôpitaux deviennent des abris de fortune autant que des lieux de soins. Le personnel médical se retrouve obligé par sacrifice et principe à travailler au péril de sa vie. Gaza est redevenue une zone de combat. Il n'y a aucun endroit sûr où les évacuer ou les infrastructures sanitaires nécessaires à leur survie n'existent plus. Dans certains des rares hôpitaux et cliniques restants à Gaza, la seule solution pour les sauver est un cessez-le-feu. Sans matériel, sans électricité, sans répit, les hôpitaux de Gaza s'effondrent l'un après l'autre. Et sans trêve humanitaire, ni cessez-le-feu en perspective, les vies qui pourraient encore être sauvées continuent de s'éteindre dans l'indifférence des mondes qui assistent en spectateurs à l'épuration ethnique. Les Palestiniens de Gaza se déplacent sans cesse pour fuir les bombardements incessants. Après un énième ordre d'évacuation, ils sont des centaines de milliers à affirmer n'avoir nulle part où aller. Une véritable déportation de la population, comme nous l'expliqua Malamaziane Sitouni. De jour et parfois de nuit, à pied, en voiture, à bord de charrettes tirées par des ânes ou des camions,
Des Palestiniens emportant quelques effets personnels quittent la ville de Gaza après les ordres d'évacuation sionistes. Samar Abdeljawad, une Palestinienne déplacée qui a fui la ville de Gaza la semaine dernière, s'est trouvée un abri de fortune fait de tissus et de poteaux en bois. On a fui l'hôpital Al-Shifa. On a passé une nuit dans la rue avant d'arriver ici. Aujourd'hui, c'est mon 5e jour ici. Je n'ai nulle part où aller. Il n'y a rien d'autre que ce petit coin où on est resté. Juste un drap et 2 bâtons en bois. Rien d'autre. Le matelas et 2 couvertures, on nous les a donnés parce qu'on n'avait rien. Attristée par la situation dans laquelle elle se retrouve, Samar se rappelle de sa vie d'avant le génocide. Elle qui menait une vie normale avec sa famille, elle se retrouve dépourvue de tout. Avant, on dormait sur des matelas, sur des lits. Mes enfants menaient une vie normale. Maintenant, ma maison a été détruite. Elle n'existe plus. Je me suis retrouvée à la rue. Mon mari travaillait, mes enfants mangeaient et buvaient. Maintenant, il ne nous reste qu'un drap et du sable pour dormir. On ne peut même pas prendre une douche, juste 2 poteaux en bois et un drap. Comme beaucoup de Palestiniens déplacés, Samar est anéantie. Elle voit sa vie partie en fumée et l'avenir de ses enfants gâché. Nous sommes fatigués. Vraiment, cette vie nous a vraiment épuisés. J'en ai assez. Quel est le tort de cet enfant s'il ne sait ni lire ni écrire? Il ne peut ni s'habiller, ni manger, ni boire comme les autres. Nos enfants sont tous détruits. Notre jeunesse est détruite. Bombardement à Gaza, siège absolu et déplacement forcé. La machine de guerre sioniste n'offre aucun répit aux Palestiniens. Et au Liban, une personne a été assassinée et 2 autres blessés à la suite de 2 raids sionistes qui ont visé des zones dans le Bekaa occidental et le sud du pays. Selon l'agence nationale d'information libanaise, un drone sioniste a pris pour cible la ville de Sahmar dans la même région où il a donc touché une excavatrice, causant la mort de son conducteur, tandis que 2 Libanais ont été blessés lors d'un raid sur la route nationale dans la ville d'Aïtaroun, dans le sud du pays. Ces agressions surviennent, on le rappelle, dans un contexte de violations répétées et continues par l'occupant de l'accord de cessez-le-feu. Dans l'actualité également, les Nations Unies confirment la réactivation des sanctions contre l'Iran. En conséquence, la liste des sanctions maintenues par le comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1737 a été rétablie et comprend 43 personnes et 78 entités qui figuraient déjà sur la liste avant l'adoption de la résolution 2231. Rappelez-vous, le 19 septembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait refusé d'adopter une résolution visant à prolonger l'allègement des sanctions contre l'Iran, une résolution ultérieure visant à prolonger de 6 mois le plan d'action global commun, et la résolution 2231 a également été rejetée par le Conseil de sécurité vendredi. Et le président iranien Massoud Pezeshkian a condamné le mécanisme de sanctions appelé snapback initié par la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne au Conseil de sécurité des Nations Unies suite aux accusations selon lesquelles l'Iran aurait violé un accord de 2015 visant à l'empêcher de développer une bombe nucléaire. S'exprimant à Téhéran ce lundi lors d'une conférence à l'occasion de la journée nationale des pompiers, le président iranien a également accusé les Nations Unies de ne pas avoir imposé de sanctions, je cite, à Israël, qui, précise-t-il, déstabilise la région en raison du veto des États-Unis au Conseil de sécurité. Un pays qui a plongé toute la région dans le chaos, pas une seule fois le Conseil de sécurité ne l'a sanctionné, pas une seule fois condamné, car il y a une présence américaine au Conseil de sécurité. Et chaque fois que quelqu'un tente de s'exprimer, il utilise son droit de veto. Il a déstabilisé toute la région. Et pourtant, lorsque nous essayons de vivre dans cette région, dans ce pays, dans ce monde, dans cette société, chaque jour, il cherche à nous sanctionner. Pourquoi ? Parce que nous refusons de baisser la tête.
L'actualité africaine dominée par le discours prononcé par le chef de la diplomatie algérienne à New York. Nous le disions en début de journal, Ahmed Attaf a évoqué plusieurs points, plusieurs questions, et parmi elles la question sahraoui, comme question de décolonisation. Ahmed Attaf qui a rappelé que le peuple sahraoui demeure éligible à l'exercice de son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination et que le statu quo imposé au territoire sahraoui demeure une occupation au regard du droit international et de la doctrine établie des Nations Unies. Pour le chef de la diplomatie algérienne, la solution à ce conflit doit reposer sur des négociations directes, élaborées et formulées entre les deux parties, à savoir le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Regardez. Le Sahara occidental reste une question de décolonisation. Le peuple sahraoui continue à mériter, à avoir droit à l'exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination. La réalité qui est imposée à la terre sahraoui reste l'occupation au titre du droit international. Et la ferme doctrine de l'ONU le confirme. De notre avis, la solution à cette question doit se baser sur 5 éléments. Premièrement, cette solution doit être appliquée sous les auspices permanents de l'ONU. Deuxièmement, cette solution doit reposer sur des négociations directes entre les parties, le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Troisièmement, cette solution doit découler de formulations convenues par les parties. Elle ne doit pas être imposée à l'une des parties ou à toutes les parties. Quatrièmement, cette solution doit être conforme aux principes de l'ONU sur la décolonisation et sur la réalisation de la justice pour les peuples sous domination coloniale. Et cinquièmement et enfin, que cette solution aboutisse à ce que l'on donne au peuple sahraoui l'exercice de son autodétermination conformément aux résolutions de l'ONU, que l'on leur octroie ce droit. Et le dossier libyen a également été évoqué par le ministre algérien des Affaires étrangères comme étant une crise qui s'aggrave et qui se complexifie avec le temps. Pour Ahmed Attaf, le temps est venu de mettre un terme définitif à l'ingérence étrangère dans les affaires libyennes afin que ce peuple fier puisse se réunir et restaurer l'unité au sein de son peuple. Telle est la seule voie à un règlement consensuel basé sur des élections présidentielles et parlementaires. La crise libyenne ne cesse de s'approfondir et de se compliquer jour après jour, alors que la communauté internationale perd tout intérêt pour la Libye et alors que toute perspective concrète d'un règlement pacifique sont inexistantes. 14 ans après le début de la crise, ce pays frère reste pris au piège des divisions qui sont alimentées par des interventions étrangères. Qui ne souhaitent pas le bien, la stabilité de la Libye. Si l'on laissait les Libyens seuls décider de leur sort, eh bien, ils auraient déjà mis un terme à leur division aujourd'hui et ils auraient tracé un cap qui aurait mis depuis longtemps un terme à la crise. Il est plus que temps de mettre un terme aux interventions étrangères en Libye afin que le peuple libyen résilient puisse soigner ses blessures et rétablir son unité. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous aurons ouvert la voie à un consensus qui aboutirait à un règlement et à des élections qui permettront aux Libyens de choisir leurs représentants. Des représentants loyaux envers la nation libyenne et le peuple libyen.
Concernant la région sahélo-saharienne et plus précisément les tensions avec le Mali, le chef de la diplomatie algérienne a pointé du doigt le putschiste malien qui depuis 2 ans continue d'attaquer l'Algérie, qualifiant ces attaques, je cite, de sommet de la bassesse, de la vulgarité et de la grossièreté que ne méritent que mépris et n'inspire que dégoût. Pour Ahmed Attaf, la République du Mali mérite mieux et plus raffiné que tous ces putschistes. Regardez. Un membre du régime émanant du coup d'État du Mali ose depuis cette tribune s'en prendre à l'Algérie. C'est là le comble de la grossièreté et de la vulgarité qui fait que ces paroles de ce poète raté, de ce conspirateur, ce n'est là que l'illusion d'un soldat qui montre un comportement méritable qui n'inspire que le dégoût. Et permettez-moi de répéter ce qu'il a dit en français. Les sommets de la bassesse, de la vulgarité et de la grossièreté atteints par ce faux poète, mes vrais putschistes, ne sont rien d'autre que logoré de soudard. Son bavardage de caniveau ne mérite que mépris et n'inspire que dégoût. Je répète. L'orateur répète en français ce qu'il avait dit précédemment en arabe. Je répète, les sommets de la bassesse, de la vulgarité, de la grossièreté, atteints par ce faux poète, mes vrais putschistes, ne sont rien d'autre que logoré de soudard. Son bavardage de caniveau ne mérite que mépris et n'inspire que dégoût. وعوض التفوق في فن تعليق شماعة. Au lieu d'accuser les autres et de détourner l'attention de ses propres échecs, nous aurions pu espérer que ce soldat mal dégrossi et ses semblables auraient excellé à d'autres disciplines plus nobles et plus profitables au Mali, telles que rétablir la sécurité et la stabilité dans leur pays ou améliorer les conditions de vie de la population du Mali. La direction le Maroc où les manifestations populaires se sont poursuivies pour le 3e jour consécutif dans les rues. Les manifestants, des jeunes, pour la plupart, ont réitéré leurs revendications sociales, appelant même à renverser la monarchie. Une manifestation pacifique réprimée pourtant violemment par les autorités du pays. Souhila Kilal. Sans organisation partisane et structure syndicale, ils sont descendus dans la rue pour exprimer les revendications légitimes d'une génération porteuse de la voix de la jeunesse marocaine en quête de changement. Myriam, originaire d'Agadir, fait partie des milliers de jeunes qui ont rejoint ce que l'on appelle désormais la génération Z. C'est un mouvement social qui résulte de l'injustice que subit le citoyen. Le mouvement renferme des revendications claires, des revendications strictement sociales, à leur tête la santé, l'éducation et la question des fondations. Nous avons des jeunes qui sont sortis manifester, ce qui est un droit garanti par la Constitution, mais le Marzane, comme toujours, a réprimé la manifestation. Malgré le harcèlement sécuritaire et les restrictions imposées par le Marzane, qui a eu recours à toutes les formes de répression, Myriam et des milliers de jeunes ont choisi de descendre dans la rue et de faire entendre leur voix. Nous ne faisons pas confiance aux partis politiques. Nos revendications sont claires. Premièrement, l'éducation. Deuxièmement, la santé. Troisièmement, la justice sociale et la dignité. C'est une manifestation pacifique dans le but d'exposer nos revendications.
Malgré leur jeune âge et leur pacifisme, les manifestants ont été violentés par les forces de sécurité. Coups de matraque, arrestations arbitraires, incarcération en centre de détention, une violation flagrante et décomplexée des droits humains. J'ai un message à transmettre à la police. Nous faisons tous partie de la classe ouvrière. Nos revendications vous concernent également, vous et vos enfants, et vous nous tabassez. On est réprimé face aux crises sociales. Ils utilisent la répression, les arrestations délibérées et les procès. La vague de protestations au Maroc a fait réagir à l'international. De nombreux médias étrangers se sont penchés sur le dossier, soulignant les violations commises contre les manifestants dont les revendications sont allées au-delà des réformes pour appeler au renversement de la monarchie. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée.